très important de comprendre. Et moi, ça m'a quand même rassurée même sur l'avenir des métiers de style. C'est que l'intelligence artificielle, elle a l'intelligence que l'homme veut bien lui donner, puisque c'est bien un duo, c'est un couple. Sûr. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Caroline Desbois qui nous accueille chez Jules à Roubaix. Bonjour Caroline. Bonjour Manuel. Alors Caroline, tu es directrice du pôle style, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Jules et quel est ton métier ? Oui, avec grand plaisir. Jules, c'est quand même un des leaders du marché masculin. Très belle enseigne de vêtements. Une enseigne de vêtements qui vend des vêtements aux hommes. C'est vraiment une belle marque, une belle boîte et qui en plus a une belle notoriété aussi dans l'imaginaire collectif. Et directrice du pôle style chez Jules, ça veut dire que j'ai tous les équipes de stylistes, on appelle ça aval, c'est-à-dire que j'ai pas la partie des tendances dans mes équipes, mais j'ai la partie vraiment de ceux qui font le produit. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai un styliste par catégorie de produits, plus un responsable style et des gens aussi qui s'occupent des infographies. Voilà. D'accord. Bon merci encore de nous accueillir aujourd'hui. On se voit aujourd'hui parce que tu as témoigné le 15 novembre dernier à la matinale de la Cité de l'IA sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ton métier. J'ai trouvé ton témoignage très inspirant et je me suis dit il faut absolument partager ça avec nos auditeurs. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à l'intelligence artificielle ? Quel était ton point de vue avant de commencer peut-être ? Et qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui ? Alors, mon point de vue avant de commencer, je pense qu'il était assez conforme à ce qu'il peut y avoir dans la société actuellement. C'est-à-dire que c'est un point de vue qui est forcément à la fois complètement enthousiaste sur ce qui arrive et toutes les possibilités que ça offre, et à la fois avec un peu de crainte sur tout ce qui est sujet à la création et notamment au droit et comment tout ça va pouvoir se transformer. Donc, j'avoue que dans nos métiers, c'est le sens d'un styliste. On doit humer ce qui se passe et avoir un coup d'avance. Donc, dans ce cadre-là, on est plutôt avec des équipes qui sont prêtes à recevoir l'innovation, qui aiment jouer avec tout ça. Chaque personne dans mon équipe s'était déjà amusée avec l'IA. C'est quand même un public qui est vite conquis, en tout cas, aux nouvelles technologies. Voilà. Moi, forcément, cette conviction que c'est comme refuser Internet. De toutes les façons, il allait falloir s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Donc, tant qu'à faire, autant être un peu précurseur sur le sujet. Donc voilà, j'avoue, les tout premiers essais ont été des essais un peu par nous-mêmes. On a sorti quelques infographies, on s'amuse aussi en équipe. Voilà, c'était assez ludique. Ça faisait partie de moments un peu ensemble pour jouer et s'approprier, voir un peu où ça menait. Donc on l'a exploré, mais avec des outils que tout le monde peut utiliser chez lui. Je veux dire, quelqu'un qui veut s'amuser dans son salon pouvait faire la même chose. C'était vraiment, c'était pas du tout professionnalisé. Voilà. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'être mise en contact par mon DG et mon patron de l'IA, parce qu'on a quand même cette chance chez Jules d'avoir vraiment une vraie direction technique, technologique et d'innovation qui existe vraiment. L'IA, c'est une réalité dans l'entreprise. On sent vraiment que cette dette technique qui a pu exister pendant des années dans le retail, non seulement on essaye de la rattraper, mais on essaye d'avoir un coup d'avance maintenant. Et donc ça, vraiment, c'est une réalité dans nos vies professionnelles. Et c'est vrai que j'ai été mise en contact avec Imki. Juste pour aider nos auditeurs à visualiser, en fait, c'est un outil qui permet de créer des styles de vêtements, donc des images qui représentent ces vêtements, déclinés sous différentes formes, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Il s'agit de prompter de manière un peu plus professionnelle que ce qu'on peut faire avec des outils du marché classique, c'est-à-dire que les images nous appartiennent à la fin, ça devient notre propriété, parce que ça, c'est quand même les sujets qui sont importants. Du coup, je pense qu'on est passé du monde d'amateur au monde professionnel, et moi, j'ai pu me rendre compte en tant que directrice du pôle style quelles étaient les possibilités derrière. Alors, une petite question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans un magasin Jules et acheter un vêtement qui a été designé avec l'outil d'intelligence artificielle ? Avec un peu de chance, on peut encore en trouver quelques-uns, mais c'était une collection de septembre, donc d'accord. On est en décembre. De Noël, donc j'avoue, on n'est plus très en saisonnalité sur les produits qu'on avait pu travailler à l'époque. Donc c'est quand même des produits qui ont été commercialisés. Ils ont été commercialisés avec cette transparence pour le client, parce que c'est important pour nous de
d'être transparent sur la démarche. Voilà. Maintenant, c'était vraiment aussi un jeu. Les gens souvent me disent, est-ce que les résultats ont été bons ? J'ai envie de vous dire, moi, ce que je retiens, c'est le résultat de l'expérience. Forcément, on a adressé une partie de collection qui était plus pointue. Et ça, l'IA vous a aidé à être plus disruptif dans le style ? Ah bah clairement. Quand on dit créativité augmentée, c'est une réalité. C'est assez bluffant et forcément, on imagine toujours ce que l'IA peut nous apporter. Voilà, la constater jusqu'où ça peut aller. Souvent, on le conscientise pas. Surtout dans des métiers où on est censé se nourrir de tout ce qu'on voit, des hommes dans la rue, des cabinets de tendance, de nos shoppings à l'étranger, de ce qu'on voit sur Internet, sur le digital, d'un film, d'un musée. Voilà, tout ça, ça nous nourrit. Mais on l'intègre chacun d'une manière un peu différente. Et notre cerveau, par rapport à ça, fait le tri lui-même, sans même qu'on s'en rende compte, parce que l'expérience faisait que, ah bah tiens, il y a 5 ans, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai pas réussi. D'accord, ou techniquement, donc on va l'éliminer. Et voilà, c'est ça. Et je pense que c'est même pas conscientisé par les équipes. D'accord. Là, en fait, il n'y a pas de barrière, puisque en quelques secondes, une image sort. On peut du coup vraiment visualiser très précisément, presque comme une vue d'une première page d'un produit sur un site internet. Et du coup, ça permet quand même de bien se rendre compte de ce que ça peut donner et du coup peut-être de se donner la chance de contourner une problématique technique ou se laisser la chance d'être surpris par une association de couleurs, par un placement d'une infographie, voilà, ce qui est très important de comprendre. Et moi, ça m'a quand même rassuré même sur l'avenir des métiers de style, c'est que l'intelligence artificielle, elle a l'intelligence que l'homme veut bien lui donner, puisque c'est bien un duo, c'est un couple, et que si le prompt est mauvais, et souvent c'est pas un prompt, mais c'est bien une série de prompts qui font que à la fin on a une réponse qui convient. Donc si le premier prompt n'a pas été réfléchi, travaillé, posé. Si derrière, au fur et à mesure des photos qui arrivent, il n'y a pas un tri qui intègre l'ADN de la marque, un œil qui dit bah ok, ça oui, ça non, ça c'est Jules, ça c'est pas Jules, ça c'est accessible, c'est pas accessible. S'il n'y a pas un œil qui est capable de juger ça, du coup de reprompter en disant bah on enlève ce défaut-là, il peut manquer ça, donc on ajoute parce qu'on affine au fur et à mesure des prompts. En fait, on peut avoir quelque chose derrière qui est pas du tout commerçant, qui n'est pas du tout quelque chose qui va au final plaire à un client, ce qui est bien notre but. Et ça, c'est le ou la styliste qui apporte ça à travers son regard et son interaction et ses itérations avec la machine. Exactement. Ok, voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Caroline, j'ai l'impression que l'IA aujourd'hui uniformise ses réponses. Est-ce que vous n'avez pas peur en l'utilisant dans la mode que tout le monde s'habille de la même manière dans les années à venir ? Ça justement, c'est bien pour ça que l'humain reste super important, puisque c'est donc l'humain qui va commander la machine, j'ai envie de vous dire, et tout ça doit se faire avec l'ADN de la marque chevillé au corps. Donc c'est vraiment important que les gens qui promptent, les gens qui trient les photos, les gens qui repromptent, parce que c'est vraiment l'affinage, c'est comme le fromage, c'est ça qui va faire la qualité à la fin, et de ramener toujours l'intelligence artificielle dans le sens de l'ADN de la marque en fait. C'est parce que le premier prompt, il va forcément partir plus loin que vous en fait. Et donc après, c'est comment l'humain le ramène. Je me suis bien rendu compte en jouant un peu avec la machine à quel point il y avait quelque chose de personnel aussi dans le prompt et dans l'affinage du prompt qui fait qu'on peut sortir des sentiers battus parce que sinon on reçoit tous la même donnée. Là en fait il y a quelque chose de vraiment presque intime dans un prompt et dans le tri des photos après qui presque le rend unique et la personne qui a trié les photos, la personne qui a prompté. Alors bien sûr, unique aussi par rapport à cet ADN de la marque qui doit être le premier des filtres. Et puis cette accessibilité client à la fin. Il ne s'agit pas juste de s'amuser pour s'amuser. Il s'agit bien de faire des produits qui vont rendre service aux hommes pour ma part à la fin. Parce qu'il faut garder ce côté aussi très pragmatique de la fonction, du confort. Il ne faut jamais que ce soit au détriment de l'usage à la fin. Et donc ça vraiment, ça m'a beaucoup rassurée de me dire que cette créativité, elle était non seulement augmentée, mais elle allait pouvoir servir un ADN de la marque plus puissant.
Et ça vraiment, ça me donne encore plus envie de l'explorer. Voilà. Et c'est vrai que le dernier exemple que m'a donné Imki et que je vous ai donné à la Cité de l'IA quand je suis intervenue, c'est vraiment cet exemple où il y a eu un prompt sur du denim. Oui, je me souviens. Pour les Jeux Olympiques qui a été fait par une marque très connue de denim. C'est pas quelque chose qui a été commercialisé, donc personne ne peut trouver. Mais moi, j'ai eu la chance de voir ce que ça a donné. Mais voilà, prompter de l'architecture antique romaine, enfin grecque même, enfin voilà, de toutes ces influences d'architecture mélangées à des influences de denim, et derrière passer au-dessus, parce que là, forcément, moi, je vois tout de suite les murs qu'un styliste aurait pu se mettre, mais jamais je vais faire du drapé en denim, c'est n'importe quoi. Un, je vais pas réussir à le faire, et deux, ça va pas forcément être joli. Mais cette collection qui est sortie, parce que derrière, il y a eu aussi une usine qui a choisi les bonnes matières pour que ça soit possible, et qui est derrière en production. Mais quand tout est aligné et tout ça, c'est allé très très vite, ça sort des produits qui sont surprenants, beaux, différents de ce que cette marque a pu faire auparavant, hein. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant, parce que c'est vraiment le champ des possibles, il s'ouvre en fait. Ouais, donc si je résume, il y a un processus de création dans lequel il y a une intimité très forte qui se crée entre l'intelligence artificielle et le ou la créatrice, qui aboutit à un produit avec des nouvelles idées finalement. Oui, c'est ça. Comme cette notion de temps est effacée, parce que vous imaginez bien que quand on peut visualiser tout de suite sur une photo, c'est moins d'échantillons, plus de rapidité dans la prise de décision. Ça va beaucoup plus vite. En fait, ça va plus vite, plus loin, et puis on peut recommencer. On n'a pas peur de se tromper. L'intelligence artificielle, elle permet de se tromper, de voir tout de suite où est l'erreur et de s'améliorer en fait. Merci pour ces explications passionnantes. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Comment les équipes de chez Jules ont accueilli l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de perdre leur métier? Alors, j'ai le sentiment que dans toutes les équipes de création, c'est plutôt une envie de jouer avec l'IA. Donc, c'est ce que je vous disais en début de podcast. Il y a une vraie curiosité, une vraie envie d'aller vers l'innovation, parce que ça fait partie de ces métiers-là. Maintenant, très vite derrière, il y a la peur de est-ce que je vais être remplacée? Est-ce qu'on va avoir besoin de moins de monde pour faire la même chose? C'est humain, je pense. C'est pas des choses que mes équipes m'ont formalisées, mais j'imagine que c'est ce que tout le monde peut se poser comme question. Voilà, maintenant, il y a tellement de choses à faire. Les métiers évoluent. Je veux dire, ce qu'on investit dans l'intelligence artificielle et qui va être plus rapide grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir passer plus de temps dans de l'excellence, dans du détail. En fait, c'est vraiment où on met le poids du corps et comment on est meilleur. Parce que cette intelligence artificielle, à la fin, c'est ça qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit nous rendre meilleurs en fait dans notre exécution. Mais c'est aussi mon rôle de manager de les emmener, de leur donner du sens et de leur donner envie. Donc quand on en parle, j'avoue, on en parle tous avec passion, et je les rassure sur le fait que voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas non plus magique au point d'être en roue libre. Donc c'est vraiment un outil, c'est un outil qu'il faut dompter, c'est un outil qu'il faut apprendre à travailler. Il y a des stylistes qui vont certainement être plus à l'aise avec l'exercice que d'autres. Mais après, c'est toujours pareil. Dans une équipe, c'est aussi, on est fort de nos différences. Donc après, peut-être qu'on va pas l'utiliser de la même manière. Mais ça, c'est ce qui reste à écrire, c'est ce qui reste à expérimenter. Parce que pour l'instant, l'outil professionnel, en tout cas celui d'Imki, qui nous a permis de créer la capsule, a été utilisé par très peu de monde chez nous. Ça a été une petite équipe qui l'a utilisé. Quand les gens l'expérimentent, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas en fait. Donc c'est le grand principe de la vie. Et donc quand on l'expérimente, on se rend compte que oui, ok, c'est canon, c'est un super outil, mais en fait j'ai quand même servi à quelque chose dans l'équation. En fait, sans moi ça marchait pas. Donc voilà, moi je l'ai expérimenté, donc je l'ai vu. Voilà, j'ai pas de doute que les équipes assez rapidement elles seront rassurées. Voilà, maintenant faut jouer le jeu. Faut jouer le jeu. C'est-à-dire que c'est pas on m'a demandé d'utiliser l'IA, donc je l'utilise. Faut jouer le jeu, parce que l'IA, c'est une ouverture extraordinaire, et il faut se laisser surprendre, il faut se laisser porter et savoir après ramener à son ADN de marque et à la fin à son
petits produits au sein d'un grand tout. Très bien. Merci beaucoup Caroline. On aurait pu prolonger cette conversation pendant de nombreuses heures. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup Manuel. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aller sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.